Le 8 novembre, une valise s'ouvre à Ouagadougou et tout bascule. Présentée comme investissement, elle révèle 5 milliards de francs CFA destinés non à construire, mais à fissurer une loyauté militaire par un raccourci brutal, l'argent liquide. Pourquoi cette scène concerne-t-elle chaque citoyen et que dit-elle de la ligne rouge d'Ibrahim Traoré face aux méthodes d'ingérence contemporaines ? En quelques minutes, dans un hôtel banal, une décision collective transforme une tentative de corruption en signal durable. Cette analyse ne promet ni suspense artificiel, ni récit héroïque. Elle propose une lecture méthodique d'un événement qui ressemble à une affaire isolée, mais qui révèle une mécanique reproductible. L'avantage pour le lecteur est simple, en 10 mots. Comprendre les méthodes d'influence avant qu'elles ne reviennent. L'enjeu dépasse une arrestation, car il touche à 3 points sensibles, la sécurité, la confiance publique et la capacité d'un État à apprendre sous pression. Si la tentative échoue, elle n'envoie pas seulement un message au réseau impliqué, elle interroge aussi la solidité des institutions ciblées. Pour comprendre ce qui se joue, 3 idées se complètent. D'abord, l'argent liquide agit comme un accélérateur conçu pour contourner la réflexion et tester la fatigue morale. Ensuite, les failles visées apparaissent quand une chaîne de commandement vit sous contrainte sécuritaire permanente. Enfin, une réponse fondée sur la documentation plutôt que sur le silence peut transformer un piège en repère politique. Une question reste suspendue. Si ce coup n'a pas réussi, que disent les prochains de leur degré d'adaptation ? La révélation tombe dès les premières heures du 8 novembre. Une valise de 5 milliards de francs CFA n'est pas venue investir, mais infiltrer. Ce basculement immédiat transforme un soupçon diffus en preuve opérationnelle, parce que les militaires approchés jouent le jeu sans céder et consignent chaque échange. Ce détail change tout, car l'affaire n'est pas une scène improvisée. Elle s'inscrit dans une observation plus longue, menée au fil de signaux jugés inhabituels autour d'officiers considérés comme stratégiques. Un individu se présente comme investisseur, fréquente des conférences, multiplie les prétextes économiques et installe une normalité rassurante. Sur le papier, le parcours paraît lisse, mais dans les échanges captés, l'objectif se précise. Acheter une brèche dans une chaîne de commandement réputée loyale au président Ibrahim Traoré. La méthode décrite est mécanique. D'abord, repérer des profils influents, souvent sous pression opérationnelle, où la fatigue peut devenir une faille. Ensuite, promettre une somme immédiate, assez élevée pour court-circuiter toute délibération collective. Enfin, provoquer une instabilité éclair en misant sur la vitesse plutôt que sur la persuasion. Dans ce schéma, l'argent liquide n'est pas un simple appât, il sert de raccourci temporel, conçu pour éviter les médiations et tester la porosité morale d'institutions confrontées à l'insécurité durable. Face à cela, l'État ne commande pas, il l'organise. Une cellule conjointe associe renseignement militaire, sécurité intérieure et forces spéciales. Le choix est assumé, ralentir, surveiller, documenter, puis exposer l'architecture plutôt que l'anecdote. Les militaires approchés feignent l'hésitation, relancent les échanges et transmettent chaque détail à la hiérarchie. L'illusion tient parce que la discipline tient. C'est précisément ici que la question initiale se resserre. Si l'opération échoue, que révèle-t-elle sur les méthodes à venir et sur la manière dont Ibrahim Traoré transforme une menace invisible en indicateurs observables ? 2 figures structurent l'épisode sans chercher la lumière, et c'est ce contraste qui en augmente la portée. La première est collective, les militaires approchés. Jeunes officiers pour la plupart, formés dans un contexte de menace durable, ils connaissent la pression du terrain et la tentation des solutions rapides. Leur rôle n'a rien de spectaculaire. Ils reposent sur une discipline patiente, une capacité à maintenir l'illusion et surtout une compréhension nette du risque systémique. Céder une fois ne trahit pas seulement un supérieur, cela ouvre une brèche dans une chaîne entière. La seconde figure est plus précise. Un sous-officier devient l'interlocuteur central du réseau. Il accepte les rendez-vous, discute les termes, relance au bon moment, puis transmet immédiatement l'information à sa hiérarchie. Sa fonction est double. D'un côté, nourrir une cartographie des intentions en laissant l'adversaire croire à une progression. De l'autre, permettre une intervention sans alerter l'agent en étirant le temps jusqu'au point où la preuve devient irréfutable. Un micro-cas résume cette mécanique.
Lors d'un échange, le sous-officier feint l'hésitation, pose des questions concrètes et laisse l'autre détailler la promesse en se croyant maître de la situation. En face, le faux investisseur ignore que chaque phrase devient une pièce, chaque geste une donnée et chaque pression un signal de méthode. L'impact apparaît très tôt. La tentative de corruption cesse d'être un fait divers, elle devient un test mesurable de souveraineté. Quand la discipline tient, l'ingérence perd son accélérateur. Avant le 8 novembre, tout paraît lent, presque administratif. Un homme circule à Ouagadougou avec l'allure d'un investisseur. Il assiste à des conférences, échange avec des cadres, évoque des projets, parle d'opportunités. Les rencontres semblent banales, cadrées, compatibles avec une ville où l'économie et la sécurité cohabitent moins sous tension. Pourtant, derrière cette façade, une autre logique s'installe. Il ne s'agit pas de partenariat, mais de loyauté. Pas de délai, mais d'accélération. Le discours économique sert de couloir d'approche, puis l'argent liquide devient la clé, car il promet une décision immédiate sans trace visible. Fin octobre, le rythme change. Les rendez-vous se multiplient autour de profils jugés influents. Des intermédiaires civils apparaissent comme relais discrets, capables de normaliser la proximité entre un investisseur et des militaires. Les montants évoqués cessent d'être abstraits. La promesse devient concrète, presque arithmétique. C'est là que la mécanique se verrouille, la somme est calibrée pour court-circuiter l'éthique, fatiguer la prudence et pousser l'acte avant que la réflexion collective ne se forme. À ce stade, l'État ne réagit pas publiquement. Il observe, recoupe, suit les déplacements et confirme une intention plus précise, provoquer une instabilité rapide en achetant une brèche dans une chaîne de commandement réputée fidèle à Ibrahim Traoré. La phase de préparation est méthodique. Une cellule conjointe est activée, associant renseignements militaires, sécurité intérieure et forces spéciales. Le choix stratégique est clair, laisser l'agent aller au bout de sa démarche sans le brusquer afin d'obtenir une preuve irréfutable plutôt qu'un simple soupçon. Le lieu est sélectionné pour sa banalité, un hôtel d'affaires du centre-ville. La surveillance devient continue. Les communications sont suivies. Chaque minute est comptée, non pour créer un spectacle, mais pour éviter une fuite. Dans cette séquence, l'enjeu n'est pas seulement d'arrêter un individu, il est de documenter un schéma, d'identifier des connexions et de transformer une approche clandestine en dossier exploitable. Le matin du 8 novembre marque le point culminant. Les militaires approchés arrivent comme convenu. Ils discutent, relancent, feignent encore l'hésitation. Le faux investisseur se croit en terrain conquis. À un moment précis, il pose la valise sur la table. Il l'ouvre, les liasses apparaissent. 5 milliards de francs CFA, alignés, prêts à acheter une décision. L'instant est bref, presque silencieux, mais il suffit à transformer des soupçons en certitudes. Immédiatement, l'intervention suit. La porte s'ouvre, l'équipe surgit. 3 minutes suffisent. Aucun tir, aucun blessé. L'homme est maîtrisé, les documents saisis, les téléphones récupérés. La scène n'a rien de spectaculaire, elle est décisive. Les heures suivantes produisent les premières répliques. L'enquête confirme que l'agent n'agissait pas seul. Des connexions mènent à des relais dans plusieurs pays voisins et des structures civiles apparaissent comme façade possible. La valise change alors de statut. Elle n'est plus un pot de vin manqué, mais un outil de cartographie des loyautés. Le soir même, l'affaire circule. Le lendemain, Ibrahim Traoré s'adresse au pays, salue la vigilance des soldats et transforme une opération technique en signal politique durable. Avant le 8 novembre, la menace reste qualitative. Elle se devine, elle s'anticipe, mais elle se prouve rarement. Après, elle devient mesurable, parce que l'État ne raisonne plus seulement en intentions supposées, mais en effets observables et comparables. Ce passage du qualitatif au quantifié constitue le cœur de l'épisode. Il transforme une tentative de corruption en indicateurs utilisables, donc en langage politique. Le premier repère, le plus visible, est celui des 5 milliards de francs CFA. Ce montant ne sert pas seulement à impressionner. Il matérialise une stratégie de vitesse, l'argent liquide vise à réduire le temps de réflexion, à isoler l'individu, puis à provoquer un basculement avant que la hiérarchie ne réagisse. Dans ce récit, la valeur de la somme tient autant à son effet psychologique qu'à sa fonction opérationnelle. Franchir un seuil moral, en un seul geste, avec une promesse immédiate. Mais l'opération échoue précisément parce que la somme devient une preuve saisie.
Ce retournement inverse le rendement attendu de la corruption. Ce qui devait ouvrir une brèche produit un dossier. L'argent cesse d'être un levier. Il devient un marqueur de méthode. Vient ensuite un indicateur social. 68% de citoyens déclarant une hausse de confiance. Ce chiffre ne décrit pas une opinion abstraite. Il capture un déplacement collectif au moment où la menace cesse d'être une rumeur et devient une procédure démontrée. L'effet n'est pas seulement émotionnel, il est institutionnel, car la confiance est un carburant de discipline. Quand une population croit qu'une chaîne tient, elle réduit l'espace disponible pour les récits d'effondrement. Cela ne résout pas les fragilités matérielles, mais cela modifie le rapport entre l'État et la société. La légitimité s'appuie sur une scène vérifiable, pas sur une proclamation. Dans ce cadre, la parole d'Ibrahim Traoré agit comme traduction politique d'un acte collectif déjà documenté, plus que comme substitution à la preuve. Un troisième repère complète l'ensemble, une réduction de 18% des incidents armés dans la région centrale. L'intérêt de cette donnée est sa prudence. Elle ne prétend pas que l'arrestation suffit à expliquer une amélioration sécuritaire. Elle suggère toutefois qu'une cohésion interne renforcée peut produire des effets rapides, surtout lorsque l'adversaire comptait sur une fissure dans la chaîne de commandement. En termes analytiques, la baisse fonctionne comme un signal de stabilisation de court terme, compatible avec une logique. Quand l'infiltration échoue, une partie des mécanismes de violence perd un appui invisible. Pris ensemble, ces trois repères dessinent une dynamique cohérente. Une somme censée fracturer devient une pièce. Une confiance censée s'éroder progresse après exposition des faits. Une sécurité supposée se dégrader montre un apaisement mesurable. Le message n'est pas que tout est résolu, mais que la direction du mouvement contredit l'hypothèse d'un effondrement automatique. La souveraineté ne se proclame pas ici, elle se compte, se compare et se suit. Pour éprouver la solidité du récit, il faut d'abord formuler les critiques dans leur version la plus robuste, sans caricature. Deux objections majeures structurent mal l'analyse. La première vient d'analystes et de diplomates préoccupés par le coût économique d'une posture souverainiste affirmée. Leur argument est cohérent. Un État, déjà contraint par l'insécurité, dispose de marges budgétaires étroites. Si la souveraineté s'accompagne de ruptures ou de frictions avec des partenaires établis, l'aide peut se réduire, les investissements peuvent ralentir et certains projets peuvent être gelés. Et dans cette lecture, l'épisode de la valise serait un pic émotionnel utile pour souder, mais insuffisant pour garantir une stabilité durable. Le risque serait de remplacer une dépendance imparfaite par une incertitude plus dangereuse où l'économie quotidienne absorbe l'essentiel du choc. La seconde objection concerne le registre politique. Rendre publique une tentative d'ingérence pourrait, selon ses défenseurs, enfermer l'État dans un récit de confrontation permanente. Le soupçon deviendrait une grille de lecture unique, réduisant l'espace de négociation et favorisant une rigidité institutionnelle. Autrement dit, l'exposition pourrait produire un gain immédiat, mais au prix d'une usure progressive. Polarisation, durcissement et vulnérabilité accrue aux méthodes plus discrètes. La réponse la plus solide consiste à regarder ce que l'épisode rend mesurable après le 8 novembre, plutôt que de rester au niveau des intentions. Trois éléments servent ici de contrepoint empirique. D'abord, une hausse de confiance déclarée à 68% suggère que la visibilité des preuves renforce l'adhésion plutôt que la défiance. Ensuite, une réduction de 18% des incidents armés dans la région centrale contredit l'hypothèse d'une déstabilisation immédiate. Enfin, la loyauté observée face à une incitation financière élevée indique que la chaîne de commandement n'a pas cédé sous pression. Ces indicateurs ne suppriment pas les risques économiques ni la complexité diplomatique. Ils établissent toutefois un point essentiel. L'effondrement n'est pas automatique lorsque la souveraineté est documentée et rendue intelligible. La question devient alors moins « est-ce risqué ?» que « quel mécanisme transforme un succès opérationnel en discipline durable ?» Et c'est ici que la lecture change. Jusqu'ici, l'affaire pouvait être lue comme une tentative de corruption avortée, spectaculaire mais limitée. Puis, les documents saisis, les communications récupérées et les contacts identifiés déplacent l'échelle d'analyse. La valise n'apparaît plus comme l'aboutissement de l'opération, mais comme son point d'entrée. Le but n'était pas seulement d'acheter une décision,
Il était de mesurer des seuils, tester des réactions et cartographier des loyautés au sein d'un système sous contrainte. Ce renversement change la lecture stratégique. La corruption cesse d'être un acte isolé et devient un instrument de renseignement déguisé. Chaque échange est une sonde, chaque réponse une donnée, chaque hésitation une piste. Dans ce contexte, la décision de rendre publiques certaines preuves prend une valeur particulière. En exposant l'architecture plutôt que l'anecdote, Ibrahim Traoré accepte un risque calculé, car la transparence a un coût diplomatique. Le gain recherché n'est pas l'instant, mais la dissuasion. Rendre l'ingérence plus chère en la rendant visible. À partir de là, la valise ne mesure plus le prix d'une trahison, elle mesure le coût d'une ingérence quand elle est révélée. Les effets de l'épisode ne se lisent pas de la même manière selon les acteurs concernés, car une tentative d'ingérence ne frappe jamais un seul niveau. Elle traverse les institutions, l'économie, la société et l'environnement régional. En modifiant des équilibres déjà fragiles, c'est précisément ce caractère multiniveau qui transforme une scène d'hôtel en repère durable. Pour les institutions publiques, l'impact est d'abord méthodologique. La tentative avortée convertit une vigilance théorique en protocole opérationnel reproductible. La coordination entre renseignements militaires, sécurité intérieure et forces spéciales devient un standard interne, détection, documentation, intervention, puis exposition contrôlée des preuves. L'arrestation n'est pas présentée comme un trophée, mais comme une preuve de capacité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré sert de point de fixation politique, non pour personnaliser l'action, mais pour traduire un succès collectif en doctrine d'État. L'ingérence ne doit plus seulement être stoppée, elle doit être comprise et rendue lisible. Le gain principal est une discipline institutionnelle renforcée, car la méthode prouve qu'un réseau peut être laissé s'exprimer jusqu'à produire son propre dossier. Pour les acteurs économiques, l'effet est plus ambivalent, donc plus réaliste. D'un côté, la visibilité de l'ingérence accroît la prudence. Un climat de vigilance réduit la tolérance aux flux opaques, aux intermédiaires indéfinis et aux promesses rapides sans traçabilité. De l'autre, la souveraineté assumée peut augmenter la friction diplomatique, ce qui ralentit certains projets et renchérit certains arbitrages, notamment dans les secteurs exposés comme l'extraction ou l'énergie. L'économie devient ainsi le lieu où la souveraineté se paie en décisions concrètes, moins de fluidité à court terme, mais une clarification du risque, des partenaires et des conditions de transparence. Pour la population, l'effet est principalement psychologique et social. Le chiffre de 68% de citoyens déclarant une hausse de confiance agit comme un indicateur de bascule. La menace cesse d'être une rumeur diffuse et devient une méthode identifiable. La valise circule alors comme symbole d'un refus collectif, parce qu'elle met en scène un choix simple, compréhensible et partageable, tenir face à l'accélérateur de l'argent. Le nom d'Ibrahim Traoré s'insère dans ce récit comme traduction politique d'une scène publique sans effacer le rôle central des soldats. La souveraineté, ici, se transforme en responsabilité partagée, documentée, refusée, vérifiée, plutôt que s'indigner sans preuve. Pour l'environnement régional, enfin, l'épisode agit comme un révélateur. Des échanges entre pays voisins sur les méthodes de contre-ingérence gagnent en densité et certains cadres de coopération sécuritaire se resserrent car l'affaire montre une tactique transnationale plutôt qu'un incident local. En parallèle, des partenaires internationaux réévaluent certains programmes, rappelant que la transparence a un coût et que les rapports de force se déplacent quand une opération clandestine est rendue visible. Dans ce cercle externe, la valise ne sert plus à acheter des hommes, elle sert à mesurer l'élasticité d'un rapport de force entre consolidation interne et pression multiple. Pris ensemble, ces quatre impacts produisent un effet paradoxal. Une ingérence tentée, lorsqu'elle est documentée et exposée, peut renforcer la cohésion qu'elle voulait fissurer. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'analyse ne propose pas des prédictions, mais 3 équilibres possibles entre pression extérieure, cohésion interne et capacité institutionnelle à apprendre d'un choc. Chaque scénario repose sur des mécanismes observables, non sur des intentions proclamées. Dans un scénario de base, le Burkina Faso,
maintient un cap souverainiste sans rupture brutale. Les réflexes nés de l'épisode du 8 novembre s'installent comme routine. Échange de renseignements plus réguliers, standards de vigilance partagée, réponse plus rapide aux approches suspectes. Les tensions diplomatiques persistent et certaines aides restent suspendues, ce qui impose des arbitrages budgétaires stricts et une priorisation des projets. La stabilité tient, mais elle demeure étroite. Elle dépend de la discipline interne et de la gestion des zones grises économiques plutôt que d'un apaisement externe rapide. Dans un scénario plus favorable, l'élan initial se convertit en institution durable. Les audits et la traçabilité cessent d'être des réponses d'urgence pour devenir des pratiques ordinaires. L'armée renforce une culture d'éthique préventive, l'administration consolide le contrôle des contrats sensibles et la diversification des partenariats progresse de manière pragmatique. Les accords activés privilégient des domaines concrets comme la formation technique, l'agriculture ou l'énergie. Le bénéfice principal n'est pas seulement financier, il est politique et social. Une confiance publique stabilisée réduit l'espace disponible pour les réseaux d'influence et rend l'ingérence plus coûteuse sur le long terme. Dans un scénario plus difficile, la pression externe se durcit et rencontre des fragilités structurelles. Les aides suspendues pèsent sur les programmes sociaux, l'investissement ralentit et la fatigue institutionnelle s'installe. Les réseaux adverses reviennent avec des méthodes moins visibles, plus patientes, cherchant l'érosion plutôt que la rupture, relais civils renforcés, financement fragmenté, approche graduelle. La tension se lie alors moins dans les casernes que dans l'économie quotidienne, et dans la capacité de l'État à maintenir ses standards de vigilance sur la durée. Une recommandation de méthode s'impose, plutôt que de raisonner en alliance figée, il devient utile de raisonner en capacité adaptative. À chaque décision publique, posez une question simple. Si ce choix est mis sous pression, quelle résilience renforce-t-il et quel angle mort laisse-t-il ouvert ? Au-delà des institutions et des rapports de force, l'épisode touche des cercles plus proches, là où le risque se lie dans les gestes quotidiens. Pour une première catégorie, celle des citoyens exposés à une insécurité diffuse, la valise agit comme une image pédagogique. Elle rappelle que la menace n'entre pas toujours par la violence visible. Elle peut entrer par une promesse douce, un rendez-vous discret, un discours d'aide sans transparence. L'effet recherché n'est pas la peur, mais la lucidité. Reconnaître qu'une influence se teste souvent avant de s'imposer. Une deuxième catégorie concerne les communautés locales, où l'histoire circule comme un récit commun. Dans les quartiers et les villages, l'épisode s'imprime comme une scène fondatrice. Des soldats ont tenu, donc une cohésion est possible. Cette idée n'efface ni les frustrations économiques, ni les limites de l'État, mais elle installe une conviction pratique. La protection collective n'est pas seulement une affaire de discours, elle dépend aussi d'habitudes de refus et d'attention. Là, la souveraineté prend une forme concrète. Ne pas normaliser les raccourcis douteux, ne pas accepter l'opacité comme prix de la survie. Une troisième catégorie touche ceux qui travaillent dans des associations, des entreprises ou des structures exposées au financement. L'épisode introduit une exigence simple. Demander des traces. D'où vient l'argent? Quelles conditions l'accompagnent? Quels intermédiaires le rendent possible? Et quel objectif implicite il sert? Deux gestes concrets deviennent utiles sans dramatisation. D'abord, documenter systématiquement les partenariats sensibles. Ensuite, instaurer des vérifications internes, même lorsque tout paraît normal, car c'est précisément cette normalité qui facilite les approches. Dans ce déplacement, la souveraineté cesse d'être un mot lointain. Elle devient une série de pratiques ordinaires qui réduisent par la surface d'infiltration. Après le 8 novembre, la réponse décrite n'est pas une célébration, mais une méthode destinée à empêcher la répétition sous d'autres formes. L'objectif est de convertir une réussite ponctuelle en architecture durable, avec des responsabilités nettes et des critères de suivi explicites. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un repère politique, il devient le lien narratif entre opération, doctrine et mesure. D'abord, renforcer le renseignement opérationnel immédiatement. Les services concernés rapprochent informations civiles et militaires afin que les approches économiques suspectes ne restent plus isolées dans des silos.
La progression se mesure par la rapidité de détection, la qualité de la documentation et la réduction des accès non autorisés aux communications sensibles. Ensuite, assainir les zones grises économiques sur 12 mois. Cela implique une révision des contrats exposés, notamment dans les secteurs miniers et énergétiques, avec un principe directeur simple. Réduire l'opacité qui rend l'ingérence rentable. L'indicateur n'est pas l'annulation massive, mais l'amélioration de la traçabilité et la visibilité des revenus dans les documents publics. Puis, diversifier la diplomatie par des partenariats concrets. L'approche consiste à multiplier les accords pragmatiques hors dépendance traditionnelle sans promettre de substitution miraculeuse. Le succès se lie dans l'activation réelle des coopérations en formation, agriculture ou énergie, plutôt que dans leur annonce. À cela s'ajoute l'ancrage de la souveraineté dans une éducation civique utile. Il s'agit de transformer un slogan en compétence, reconnaître une approche suspecte, exiger des preuves, documenter les engagements. Enfin, suivre la résilience par un indicateur composite. Autonomie économique, sécurité interne et confiance populaire doivent être comparés dans le temps pour éviter que la vigilance ne reste un sursaut. Des semaines plus tard, ceux qui ont participé au dispositif évoquent moins l'arrestation que le silence. Un silence dense, posé dans une chambre d'hôtel ordinaire, au moment précis où la valise s'est ouverte. Le sous-officier, devenu interlocuteur du réseau, se souvient surtout d'un instant intérieur où la mission a changé de nature. Il ne jouait plus un rôle technique, il tenait une frontière morale. Dans cet intervalle bref, l'argent cessait d'être une somme. Il devenait une question adressée à l'uniforme. Quelques jours après, l'image revient, presque austère. Une table, des liasses absentes. Ibrahim Traoré se tient face à ce lieu vidé de son piège. Le geste n'a rien de théâtral, il sert de rappel. Ce qui compte n'est pas l'homme seul, mais la décision collective qu'il incarne. Ne pas céder, ne pas accélérer, ne pas vendre. Le motif se referme là où il avait commencé. Une valise conçue pour fissurer révèle finalement ce qui tenait déjà. La souveraineté n'apparaît plus comme un slogan, mais comme une position tenue minute après minute, par des vies ordinaires capables de dire non sans bruit. L'honneur ne s'achète jamais. L'affaire se referme sans triomphalisme, mais elle laisse une interrogation plus large que l'arrestation elle-même. Que construit un pays après avoir refusé d'être acheté ? La valise, devenue symbole, rappelle que la souveraineté n'est ni figée ni abstraite. Elle se façonne dans des choix quotidiens, dans la transparence des engagements, dans la discipline des institutions et dans l'attention portée aux récits qui cherchent à déplacer un centre de gravité nationale. Pour le spectateur, l'invitation n'est pas d'applaudir, mais d'observer avec rigueur. Quels signaux faibles reviennent sous d'autres formes ? Quelles zones d'opacité persistent malgré l'exposition publique ? Quels coûts externes s'ajoutent et quelles pratiques internes renforcent réellement la résilience ? Ces questions dépassent un événement précis. Elles s'appliquent à toute société confrontée à des influences discrètes, patientes, parfois plus efficaces que la force. Selon vous, quelles conditions permettent à une souveraineté de durer sans se transformer en isolement ? Et comment une vigilance collective peut rester mesurée sans devenir paranoïaque ?